Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans La Menace Fantôme. Ceci est la première partie, merci de votre attention et bonne soirée. Ou journée. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Here they come! Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! So glad we took this job! Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui fait parfois des épisodes de seulement 1 heure, enfin, si on arrondit à l'inférieur. Je suis Grushkov, et comme d'habitude, je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Salut! Ximnut. Hello. Et Matt. Salut. Qui mange une tartine de fromage de chèvre. Maintenant, je bois de la bière. Ah oui, pardon. J'ai fini ma tartine. Et on va parler aujourd'hui d'un film qui est apparemment très controversé. Moi, j'étais pas au courant jusqu'à ce qu'aujourd'hui on demande l'avis de Twitter. Il s'agit du film Solo, A Star Wars Story. Second film spin-off sorti en mai 2018, réalisé par Ron Howard et écrit par Lawrence et John Kasdan, qui est le fils de Lawrence Kasdan. Voilà. Et pourquoi on traite de ce film aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est le premier film qui suit la revanche des Sith dans la timeline. Le film se passant 8 ans avant Un Nouvel Espoir. Enfin, 10 ans et 8 ans. Ah. C'est ça, hein ? C'est pas clair. Ou alors je confonds avec le livre Last Shot et c'est 10 ans. J'ai pas pris de notes. Hein. Je crois que je confonds, je crois que c'est 10 ans. Tu crois vraiment qu'on est assez près pour te dire ? Non, mais tu pouvais avoir Wikipédia de près. En tout cas, il est avant Rogue One. Oui, voilà. C'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on le fait avant Rogue One. Oui, c'est pour ça. Bon, bah voilà, c'était bien. C'était chouette. À la prochaine, les gars. Ciao. Ah ouais, belle page Wikipédia. Non, alors, cette fois-ci, en plus, l'émission est un peu spéciale parce que, contrairement aux autres films, on va pas suivre le film dans l'ordre chronologique parce que Matt, il pensait que ce serait trop long. Donc, on va bien voir combien de temps fait cette émission. 30 Et donc, minutes pour l'intro, déjà. On prévient, ça va être rempli de spoilers dans tous les sens. Maul est vivant. Oh, pardon. Déjà. Ça commence. Non, mais Comment Maul, ça il est s'est vivant fait parce qu'il est revenu dans Clone Wars, comme on sait. Et on va peut-être commencer par dire ce qu'on en a pensé, parce que après on va parler un petit peu de plein de sujets par rapport au film. Donc, je vais laisser Ximnut commencer. Ok.
Ben écoute, moi franchement c'était vraiment un film que j'avais beaucoup apprécié, voilà, à chaud je me souviens, donc j'ai cherché honnêtement pour l'émission, j'ai pas réussi à retrouver le message que je t'avais envoyé, mais je me souviens que rien que pour donner mon impression, j'hésitais à savoir entre lui et The Last Jedi lequel était mon préféré des nouveaux films depuis la reprise de Disney. Moi, je sais qu'à l'époque, voilà, t'avais dit que c'était ton préféré. Je m'en souviens. Ah, j'avais dit que c'était mon préféré. Trop Ok. content. Ok. Ouais. Bon bah là, j'hésite un petit peu. Faudrait que je revoie quand même The Last Jedi. Bah de toute façon, on va le faire avec l'émission. Mais c'est vrai que voilà, j'avais une super impression. Alors bon, les gens quand même qui commencent à écouter ce podcast savent que je suis quand même relativement bon public, donc ça aide un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance. Je trouvais, voilà, on avait tout ce qu'il fallait. On avait l'ambiance qui fait Star Wars. On avait une histoire prenante. Et puis malgré tout ce qu'on avait dit, voilà, sur le manque de charisme des acteurs, c'était un truc, voilà, sur lequel j'étais pas du tout d'accord. Je trouvais qu'il faisait complètement le job et je voyais vraiment Han Solo, donc voilà, j'avais vraiment une super bonne impression pour ce film. T'as toujours besoin de te moucher en plein émission. Tu veux que je te fasse une compilation de toutes les fois où tu t'es mouché dans l'émission précédente? Mais c'est l'émotion. en fait sur le film. Bah d'accord. Bah du coup, merci Ximnut. Tu avais fini? Oui. Quand je suis stressé, je me mouche. Ben, moi j'ai bien aimé. Voilà. Non mais, enfin, moi j'ai j'ai rien à lui reprocher qui me vient comme ça. J'ai plein de façons dont il aurait pu être amélioré, mais il m'a plu comme il était. Ça y est, je perds ma voix. Il m'a plu comme il était, donc ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Au revoir, bonne soirée. Ouais. Bah merci. Et d'abord, je voudrais te poser une question d'ailleurs, Ximnut. Qu'est-ce que tu pensais de Han Solo avant de voir le film? Perso, c'était pas mon personnage préféré déjà, voilà, donc c'est pas forcément. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs sur un film sur l'histoire d'Obi-Wan. Ou inversement, pas forcément sur son origine, mais sur ce qui se passait après. Et là, pour le coup, j'étais vraiment à fond parce que ça, c'est un personnage que j'adore. Mais après, c'est vrai que je le trouvais... c'est pas un personnage sur lequel j'avais réfléchi des heures non plus. Je le trouvais plutôt cool. C'est vrai, voilà, son côté bad boy qui était vraiment... Voilà, c'était son gimmick de la trilogie originale. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Puis voilà, l'assurance de, comment il s'appelle, d'Harrison Ford qu'il arrivait à mettre dans le personnage, ça m'avait plutôt plu. C'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné quand ils avaient eu cette idée, parce que voilà, c'est pas le premier personnage auquel j'aurais pensé pour un film d'origin story, mais comme je dis à chaque fois, voilà, Star Wars, c'est jamais vraiment mauvais pour moi, donc j'étais vraiment quand même intéressé. Je partais avec une bonne impression quand je suis allé voir le film. Ok, d'accord. Parce que justement, moi et Tuki, à la base, on voulait même pas aller le voir au cinéma. Ah ouais. Ouais, parce que vraiment, Han Solo, à part moi dans le Réveil de la Force, je m'en foutais de Han Solo. Il était drôle des fois, mais enfin, voilà, le seul truc que je lui donnais, c'était il me faisait plus marrer que C3PO, quoi. Le personnage était bien joué, mais ouais, moi pareil, c'était pas du tout le genre de personnage qui m'intéresse, donc j'en avais strictement rien à foutre. Quand il m'a dit on sort le truc sur Solo, j'étais ah ok. Mais pourquoi pas Obi-Wan? Le personnage tel qu'il est dans la trilogie originale, il est un peu, c'est pas un mec agréable à vivre, hein. Enfin je sais pas, je le trouve. Non, puis en plus c'est l'archétype du oh là là, ce mec c'est trop un bad boy, donc il plaît trop à tout le monde, machin. Et souvent désolé si ce n'est pas le cas pour vous, mais souvent les personnes qui aiment ce personnage et qui sont des mecs, c'est souvent ouais mais c'était trop un badass, machin, et ils ont une espèce d'appréciation malsaine, je trouve, on dirait que c'est un peu un modèle pour eux. Regardez comme je suis sarcastique aussi. Alors moi personnellement, c'est vrai, quand je parlais du côté bad boy et tout, c'était pas dans le sens que j'en prenais un exemple, mais je trouvais que justement il fonctionnait bien dans l'interaction avec les autres personnages, avec Luke qui était plutôt le mec propre sur lui et tout, qui est un peu un fermier, voilà, qui découvre la galaxie, alors que lui, voilà, il en a vu, donc je trouvais que ça marchait plutôt bien. J'aimais bien le côté un peu cinglant qu'il peut avoir dans certaines répliques qui sont... Ouais, l'appel et le saut.
C'est la meilleure réplique du film. Juste un tout petit truc. C'est quand même un de ces connards. Non, je vais te laisser. C'était très rapide. Un truc qui m'aurait fait quelque part pas apprécier le film, c'est que je commence à en avoir un petit peu assez des origin stories. Mais c'est pas la faute de Star Wars, c'est un peu partout dans le cinéma. Ça, c'est général. Donc voilà, c'est ça qui aurait pu ne pas me faire aimer le film. Ok. Moi, j'avais bien aimé aussi comme Khrushchev dans le 7. J'aimais bien son côté un peu désabusé, un peu genre si ça va marcher, je vais encore le refaire à l'envers. T'inquiète, t'as Choui à côté qui est... Non mais tu peux plus maintenant, arrête, s'il te plaît. Il y a ce passage qui est drôle. Ouais. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai beaucoup aimé plutôt. J'ai beaucoup aimé ce film. J'y suis allé parce que j'avais envie de le voir. Pour le coup, j'étais pas spécialement repoussé par le fait qu'il y ait Solo dedans. J'étais encore bien boosté par l'épisode 8, j'ai bien envie de le voir. Pour le coup, moi j'étais pas de ceux qui avaient une overdose de Star Wars, au contraire. Donc plus tu m'en donnes, plus je suis content. Et du coup, ouais, non, ça m'a pas arrêté le fait qu'il y ait Solo dedans, même si je n'aime pas pas spécialement non plus le personnage à la base. Clairement, le personnage qui est dans la trilogie originale, je suis pas fanat. Il y a quelques répliques qui sont assez drôles parfois, mais sinon je le trouve même parfois assez désagréable, pas spécialement attachant. Donc non, c'est pas un de mes personnages favoris, clairement pas. J'y suis pas allé pour ça, et comme on va en parler, il avait quand même été il s'est traîné un paquet de casseroles avant même d'arriver au cinéma, d'arriver en salle, et du coup j'étais un petit peu inquiet. Au final, non, j'étais très agréablement surpris, c'était un chouette moment. Moi j'aime beaucoup ce film, pour plein de raisons. Ah, et on va peut-être en parler pendant l'émission. Ah bah peut-être bien, hein. Peut-être même qu'on est là pour ça. Et donc moi comme je disais, donc nous le film nous intéressait pas, on devait pas y aller, et puis du coup quand il est sorti, c'était Star Wars. Du coup moi j'ai regardé en screener dégueulasse sur mon ordinateur un jour où Tuki elle était pas là. Et puis après je lui ai dit j'ai vu le film. Le mec qui fait un truc sale, tu sais, il est honteux. J'étais caché. Je me suis caché aux toilettes avec mon petit portable, j'ai regardé un screener dégueulasse de Solo, chérie, je voulais pas te le dire. Et Tuki qui arrive, ah non, c'est pas ce que tu crois. Je regardais du porno, je te jure. Non, je te trompe. Ah bon, ça va. Ouais, et puis du coup voilà, j'ai regardé le truc, et puis après je lui ai dit faut qu'on aille le voir, et puis du coup on est allé le voir. Il m'a dit pardon. Vas-y. Il m'a dit il y a un robot féministe, tu fais OK, on y va. Il y a Lando trop classé avec des capes. Oh mon dieu, des capes. Ah oui, j'ai oublié que ça m'a vendu le film. Donald Glover en Lando. Cool, ouais. J'ai pas pu résister. J'avais surkiffé Community à l'époque, je l'avais découvert là-dedans. Ce qui fait à côté en termes musical, je accroche vachement bien aussi. Là, on m'a dit Lando, c'est Donald Glover. J'ai fait OK, prends mon argent, je veux le voir. Ah oui, d'ailleurs, il y a un peu plus. Et il est parfait. Il est parfait. Oui. Oui. Trop bien. Oui, c'est vrai que moi au début, je m'en fichais du film, mais j'étais content de le voir parce que j'avais confiance en Lord et Miller, les réalisateurs. Qui avait fait les 21, 22 Jump Street, le film Lego, ils ont réalisé, je crois, des épisodes pour Brooklyn Nine-Nine, et écrit des épisodes pour plein de séries que je trouvais super drôles. Et donc voilà, moi c'était le seul truc à l'époque qui m'intéressait. Et ils se sont fait virer après 4 mois de tournage parce que on sait pas exactement pourquoi. D'après les rumeurs, et ce que j'ai réussi à voir un petit peu au fil des années, c'est possible que ce soit Emilia Clarke qui soit allée tirer la sonnette d'alarme auprès de Kathleen Kennedy parce qu'elle savait pas du tout ce qu'ils étaient en train de faire en fait. Apparemment, certains jours, ils savaient pas ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils allaient faire. Exactement. Et même le reste de l'équipe technique aussi, par moment, elle avait, à ce qui paraît, elle était assez désorientée, quoi. Ils avaient pas de, ils essayaient tellement à priori, hein, j'ai pu glaner aussi moi, ils essayaient d'improviser quasiment, ou d'expérimenter des choses, et du coup, sur ce genre de tournage, avec un budget pareil, tu peux pas partir trop en latte non plus.
Et il y a pas mal de monde qui s'est inquiété visiblement, ils sont allés prévenir, ouais. Ouais, de ce que moi j'avais cru lire aussi, c'était que ça ressemblait plus à une série de sketchs, le film, et du coup il y avait pas de cohésion. Pas de vraie cohérence. Voilà, oh la vache. Ça faisait... De quoi, oh la vache? Bah, à ce point-là, je veux dire, série de sketchs, je vois le truc, je vois style humour Brooklyn Nine-Nine, je me dis, wow. Bah, pour être franc, ils ont fait Lego Movie 2, là, la suite, aussi, apparemment. Ils étaient producteurs dessus, ils l'ont pas réalisé. Ouais, mais, bah, un peu plus que producteurs, quand même, je crois, ouais. Ils l'ont écrit aussi, je crois, il me semble. Et pour le coup, il y a ce côté un peu sketch, un peu forcé, où on a un numéro musical, on a une scène un peu sketch, ainsi de suite, qui marche, il marche beaucoup moins bien que le premier. Voilà, si jamais ça vous intéresse, les Lego. Le 2 est pas fou. Clairement, comparé au premier, c'est pas ça. Et du coup, oui, s'ils étaient partis sur si vous avez vu Lego Movie 2, s'ils étaient partis vraiment sur la même dynamique, bah, effectivement, je comprends qu'au bout d'un moment, on leur ait dit, bah, on va peut-être s'arrêter là, quoi. Ouais. Mais en plus, il faut aller plus loin que ça, que, en fait, Laurence Kasdan, donc, qui a coécrit le film avec son fils, Laurence Kasdan, c'est, le co-scénariste de l'Empire contre-attaque. Pardon, l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi, et il est revenu pour le Réveil de la Force uniquement si il avait le droit d'écrire le film Solo, qui d'ailleurs était aussi une idée de George Lucas, le film Solo, il me semble. Donc c'était vraiment un projet de passion en fait pour lui. Il voulait vraiment faire ce film et les gars, ils suivaient pas le script, et donc avec les sonnettes d'alarme, tout ça, il y a lui qui est arrivé par-dessus, qui dit non mais c'est pas possible, ils suivent pas ce que j'ai mis. Et du coup, les mecs se sont fait virer. Voilà. Et donc ils ont été remplacés par Ron Howard, qui est un vieux de la vieille, qui a commencé sa carrière d'acteur chez George Lucas, dans, je ne me souviens jamais du nom de ce film. Oui, American Graffiti, merci. Et qui a ensuite d'ailleurs continué à travailler avec Lucas, par exemple sur Willow, vu qu'il a réalisé Willow, qui était écrit, je crois, par George Lucas et produit. Ouais. Et donc voilà, donc il a eu une longue carrière. C'est pas un réalisateur qui est connu pour avoir une patte, machin truc et tout, mais il sait faire son job, quoi. Voilà, c'est pas un auteur, enfin, si, c'est un auteur, on va dire. Il est pas connu pour faire de la mise en scène. Oui, lui, il raconte l'histoire. De tous les Yes Men, c'est le plus reconnu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est un peu ça. Après, moi, son Apollo, j'avais bien kiffé. Non, il a fait vraiment très bien. De films qui il a fait des cool, chouettes films au final, quand même. Faut pas oublier aussi que derrière, il a fait des trucs très moyens, oubliables, mais à côté, il a fait quand même des chouettes films. Mais oui, clairement, il est pas là pour faire de la réal très avant-gardiste ou des trucs assez fous. Mais au moins, c'est un mec qui sait bosser. Voilà, ben ça se voit sur le produit. On lui dit, écoute, j'ai un film à plus de 200 millions de dollars de budget. Il est en train de se péter la gueule et viens m'aider, quoi. Ouais. C'était un truc, ça, voilà. Et avec lui, tu sais qu'il va prendre le relais et qu'il va pas se vautrer. Donc c'est compréhensible aussi comme choix. Bien sûr. Ouais. Et même, voilà, ça rassure le crew qui voit que le mec il gère. Voilà, oui. Ça. Puis ça rassure aussi les investisseurs. Ouais, c'est clair. Et oui, d'ailleurs, je me disais, en voyant le film hier, c'est fou que le film soit aussi réussi pour un film qui a été refait à moins d'un an avant la sortie, pratiquement depuis zéro, alors qu'il y a des films, par exemple, je sais pas moi, le DC Universe, là, où c'est une catastrophe. Ouais. Mais même au niveau des effets spéciaux, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment très beaux. Et ça, c'est un truc qui est récurrent dans les derniers Star Wars, c'est que même Solo, il a des effets spéciaux au poil. J'avais jamais fait gaffe qu'en fait, Rio, le personnage singe qui a 4 bras, là, c'était un personnage en CGI. Il a réussi, hein. Ouais, c'est ouf. Avant que j'y pense hier, je me suis dit, mais c'est vrai que lui, il est en CGI, j'ai pas remarqué. Alors que Superman qui vole, je trouve que ça fait cheap. Alors surtout quand on lui retire sa moustache. Ouais. Alors moi, justement, Rio, c'était un des reproches que j'avais au film, bizarrement. Ah bah c'est marrant ça. Mais moi hier quand je le regardais, je me suis dit que par moment ça se voyait qu'il était animé au niveau de sa moustache.
En passant, Rio, c'est Jon Favreau. Hein. Pardon ? Comment ? C'est Jon Favreau qui joue Rio. Cool. Jon Favreau qui jouait déjà. Il était où son chapeau de cowboy ? Ah non, c'est Filoni, ça. Voilà, il était sur Filoni, son chapeau de cowboy. Ouais, c'est une affaire de famille, Star Wars. Ouais, c'est clair. Mais, je pense qu'on en parlera après, mais ouais, effectivement, visuellement, il est ouf et il a pas souffert. Mais il a pas souffert des reshoots, quoi. C'est. Non, clairement pas. Et c'est vraiment le mec, il a géré. On peut pas lui reprocher ça, quoi. Le film, il est regardable et c'est déjà un exploit en soi. D'ailleurs, il me semble que c'était pas 80% des plans qui ont été retournés. Oui, c'est ça, c'est à peu près 80. On a même perdu un acteur dans l'affaire. Ouais, il me semble que Dryden Voss devait pas être joué par l'acteur qui le joue, parce que je sais plus son nom. Je l'avais juste avant, et Paul Bettany. Il est joué par Paul Bettany. C'est un acteur afro-américain qui devait jouer à la base, je crois. Et quand il a fallu faire les reshots, il était plus dispo. Il avait fait de la mocap et tout. Et du coup, il a été remplacé. Ce qui est dommage, mais bon. Du coup, finalement, ouais, effectivement, avec le boulot qu'il y avait à refaire derrière, le temps qui restait et le budget qui devait être un petit peu déjà entamé, j'imagine, on peut pas reprocher forcément tout de suite on peut venir reprocher à Ron Howard d'avoir fait un taf, d'avoir fait ce qu'il a fait, quoi. Parce que le film est regardable, clairement. Même juste comme disait Gruche, c'est plus que regardable, c'est vraiment, ça se voit pas. Le truc sur le train et tout, c'est ouf. Oui, on dirait pas, regarde ce truc-là, il a été recommencé de zéro, de quasiment zéro, au bout de 4 mois. Quoi. Et puis on n'a pas l'impression, alors même s'ils ont, pour le coup, ils avaient gardé les mêmes scénaristes, mais c'est un truc qui arrive parfois quand ils relancent les projets, c'est qu'ils rajoutent d'autres auteurs derrière, et donc on a vraiment cette impression de patchwork de scénario qui veut rien dire. Ouais, c'est possible. Ça, c'est vrai. Mais ça s'était pas trop vu sur Rogue One non plus. Alors là, ils avaient réécrit des trucs, par exemple. Hein. Mais là, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, ils avaient tout. Ils ont changé le monteur et quelques membres du crew au changement. Il y a une personne qui ont pas changé. Il garde son monteur. Généralement, il aime bien bosser avec le même. Et ils se connaissent. Donc je pense qu'il est venu avec son crew aussi, en partie. Déjà, il a ramené Paul Bettany, qui est un pote, tu vois. Donc. Paul Bettany, faut en parler parce pour l'avoir revu il y a moins de 3 heures là, le film, il joue bien en fait. C'est juste que le personnage manque de caractérisation, mais il est excellent en fait. C'est juste dommage d'avoir fait un méchant juste qui s'énerve avec des lignes rouges sur le visage quand il est pas content. Ouais, mais elles sont bien faites. Oui, c'est bien fait, mais c'est le seul. Enfin, disons, ça fait pas un très gros bad guy. Ça, c'est un peu, c'est un peu dommage. Mais à côté de ça. Il joue bien, faut admettre qu'il joue super bien, quoi. Il y a rien à dire de ce côté-là. C'est pas le but, c'est pas censé être un gros bad guy à la... C'est censé être quand même c'est un baron du crime quand même, c'est un mec. Voilà. Les barons du crime, je pense pas qu'ils ressemblent tous à Dark Vador ou à, je sais pas moi, Iron Man. Je sais pas ce que tu imagines pas dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens-là, mais on aurait aimé peut-être un personnage plus caractérisé. Là, on a juste un mec blanc encore, en costume avec une cape. Mais c'est un peu léger, c'est Star Wars, je veux dire. C'est élégant et sobre, ça c'est passe. Élégant, le parrain, il était en costard. Enfin, je veux dire, tu t'attends à quoi quand tu vois un baron du crime? Tu t'attends à un boss de jeu vidéo avec des bras en mitraillette ou... Mais ce serait stylé. Mais ça, c'est les chevaliers de Rennes. Moi, à la limite, si on parle de lui, ce que j'avais pensé en le voyant, c'est que je me dis, c'est quand même pas méga subtil. Le grand méchant, il a les cicatrices sur la gueule, il bute le gouverneur local parce qu'il est pas content. Oui. Voilà. C'est pas méga subtil, mais voilà. Mais il le cache pas en même temps. Enfin, c'est pas un plot twist que c'est le méchant. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais bon, c'est un peu cliché. Parce que... Non, pour revenir à cette histoire de caractérisation du personnage, et là, on est déjà à l'autre bout de l'émission, n'importe quoi. Si on regarde les concepts, c'était prévu que ça soit un Lasat avec des tatouages dans le dos façon Yakuza un petit peu. Il y avait vraiment c'était un personnage de Star Wars, quoi. Là, c'est un mec en costume. Ouais, mais ça aurait marché. Ça aurait pas marché. Ça aurait rien marché. Après, moi, je me suis dit que c'était peut-être un truc alien, ces cicatrices et tout, parce que quand il meurt, il devient vachement pâle. Il devient blanc. Oui, voilà, c'est vraiment, le mec, il devient cadavérique en 12 secondes. Je me demandais si c'était une histoire de lumière. Ses yeux, non, clairement pas. Ses yeux et ses cicatrices réagissent en fonction de ses émotions. À un moment, il a les yeux carrément rouges quand il est fâché avec Kira. Et quand il meurt, il devient presque humain. Ouais, je sais pas. Quand il meurt, il devient vraiment, on dirait une éponge qui se vide. Enfin, tu sais, que tu presses, quoi. Il devient vraiment tout livide. Il a plus de couleur. Ouais. C'est un hybride beaucoup plus attirant à l'œil que Jason Syndulla.
Qui Ah oui, oh. Ça suffit avec ça. C'est un Sim, cet enfant. Bref. Donc, comme je disais, voilà. Malgré ça, bah, c'était sympa, mais il y avait un truc qui était bizarre depuis le début. C'était, enfin, surtout après avoir vu le film et après l'avoir revu là, c'est le fait justement d'avoir voulu faire un film à gros budget comme ça, qui en fait donne l'impression, et ça c'était une critique qui était arrivée de la part de youtubeurs, des trucs comme ça, et certains médias à l'époque où il est sorti, c'est dire ouais c'est un film de commande, c'est un film grand public, machin truc et tout, alors que c'est pas du tout un film grand public, justement c'est un film vraiment de niche en vrai. Il y a énormément à dire là-dessus, c'est clair. C'est clairement un film de niche, et je pense que c'est un manque de vision de la part de Lucasfilm là pour le coup. De Disney aussi, hein, je sais pas à quel point ils sont impliqués dans les décisions, mais c'est clairement un manque de vision de leur part. Bah, je sais que Bob Iger a pris sur lui la responsabilité d'avoir mal communiqué sur le film et tout, et de l'avoir forcé à sortir en mai. Même si je comprends pourquoi ils l'ont sorti en mai, parce que en mai le film passe mieux, même s'il serait très bien passé en décembre, mais c'était un petit film vrai de l'été. Il y a un petit côté film d'été. Ouais. Et... C'est parce qu'ils sont à la plage. Alors moi, je voudrais bien que vous... Enfin, qu'est-ce que vous entendez par film de niche dans ce cas-là? Vraiment adressé aux fans. Parce que pour moi, c'est vraiment... Alors oui et non, mais vas-y, finis. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est fait pour faire plaisir aux gens qui aiment vraiment Star Wars et l'univers, et pas forcément le personnage de Han Solo en plus. Ce qui est pourquoi ça nous a plu, et même si le film il peut marcher sur le grand public, pour moi, c'était pas vraiment à ça qu'il était destiné. Et je pense que dès le début, ils s'attendaient pas à ce qu'il fasse des gros chiffres, mais à cause des reshoots, il y a eu des problèmes du coup au niveau de l'argent que ça a ramené. Mais quand tu dis film pour les gens qui aiment vraiment Star Wars, est-ce que tu veux dire est-ce que c'est parce que ça fait pas partie, disons, de la grande histoire, disons finalement c'est une anecdote ce qui se passe, c'est juste un mec qui doit repayer sa dette et c'est tout, ça n'a pas d'influence sur l'avenir de Galaxy comme la bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. C'est ça que tu veux dire c'est ça que tu voulais dire, Mike Patchko, de sauver la galaxie, quoi. Ouais, regarde, Rogue One, lui, par exemple, il s'inscrit vachement plus dans le grand schéma du truc, alors que celui-là, c'est limite un film intimiste, tu vois, par rapport à tout le reste. Parce que c'est juste la petite anecdotique, histoire, des petits personnages, ouais, voilà, c'est ça. Ok, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, pour moi, c'est clairement un film de niche, mais en plus à plusieurs niveaux. Déjà, bon, il a été fait comme un marketé et vendu et fait comme un film grand public et budgété surtout comme un film grand public, même si du coup je m'en plains pas, il est magnifique, on a de quoi se mettre sous la dent, et peut-être qu'avec un budget moindre ça aurait pas été pareil, mais il a vraiment été fait, pensé et conçu comme un film grand public, sauf que c'est pas le cas. On a des exemples dans notre entourage, ma femme pareil, elle a pas adhéré, c'est fait chier. Parce que c'est un film qui, voilà, comme dit, il s'inscrit pas dans l'histoire de Star Wars, c'est un film qui va intéresser les gens qui veulent du background Star Wars, qui veulent des planètes, qui veulent des vaisseaux, qui veulent tout ce qu'il y a autour. Que l'histoire soit pas forcément importante avec des gros enjeux, c'est pas bien grave, parce que nous on va forcément s'en mettre plein les yeux, on va kiffer. Donc pour moi c'est que voilà, du coup d'une part c'est déjà un film de niche parce qu'il s'adresse aux fans de Star Wars qui ont envie d'en voir plus, plus de background, plus de lore, plus de tout ça. Et encore à un autre niveau, et ça c'est peut-être pas forcément voulu par contre, mais c'est qu'il va surtout intéresser des gens qui sont, quand le film va se mettre à dos les fans de Star Wars qui ont déjà une vision très arrêtée du personnage de Solo. On y reviendra plus tard, mais du coup il se ferme ce public-là en plus. Du coup c'est vraiment un film qui a il va avoir une cible assez réduite au final de gens qui vont l'apprécier. Ouais. Surtout l'apprécier pleinement, parce que tu peux l'apprécier un petit peu,
Mais pour l'apprécier pleinement, il faut cocher un certain nombre de cases et pour un film qui est avec un budget de plus de 200 millions, c'est difficile de remplir toutes ces cases. Alors peut-être qu'ils se sont dit, on va mettre Solo, on va mettre un personnage que les gens connaissent, et ça suffira. Je pense qu'ils se sont dit aussi que Han Solo, c'était un personnage emblématique de l'univers, et que Luke, on avait déjà vu un peu son background, puisque c'est un peu la trilogie originale, et du coup ils se sont dit, waouh, Han Solo, les gens, ils vont surkiffer, c'est Han Solo, quoi. Et en fait, je pense que une bonne partie du grand public, on n'avait pas grand-chose à faire d'Han Solo, en vrai. Et je pense que la majorité des gens, c'est, comme disait Grushkov, c'est Star Wars qui les intéresse, et pas spécialement le background des personnages. Moi, j'aime tout, donc je m'en fiche, mais... Bah oui, c'est ça. Je pense que les futurs... Bon, comme ça, hein, c'est vraiment lancé comme ça, et puis vous pouvez me troller avec si je dis de la merde, mais je pense que les futures trilogies feront pas autant d'entrées, ne serait-ce que sur le premier épisode, que ce que peuvent faire là la post-logie actuellement, parce que y en a, ils vont voir Star Wars, c'est pas par habitude, mais ouais, on a vu les premiers, on veut voir la fin, ça, ouais. Et quand ça sera bouclé, ils passeront à autre chose. Ouais. Ils seront plus frileux, en tout cas, ils se diront, ouais, mais est-ce que ça va me plaire, parce que c'est plus la même histoire, c'est plus la même période, moi, je pense que ça dépend beaucoup aussi de comment ils le vendent. Oui. Sur le principe, moi je suis d'accord que ça va... Enfin, dans tous les cas, je pense pas que ça fera autant de chiffres. Mais ça dépendra au final de comment ils le vendent, parce qu'ils peuvent faire une super campagne marketing aussi. D'ailleurs, Solo a été très mal vendu. Ouais, et ça fait partie... Justement, ça fait partie des trucs que Bob Iger a dit que c'était un peu de sa faute. Qui sont allés trop vite. Sa faute, et c'est un peu la faute générale. À partir du moment où Lord et Miller ont été évincés, c'est là que c'est parti en vrille. Hein. Tous les sites d'actu sur Star Wars et même les sites dont je parlais habituellement qui ont tous une rubrique geek un peu pourrie là, qui reprennent toutes les rumeurs de merde qui passent à l'horizon histoire de faire un peu de clic. Je les supporte pas. Hein. Je vous déteste. Si vous m'écoutez, je vous déteste. Faites autre chose. Des fois, ils sont vraiment relous. Hein. Faites autre chose parce que là, c'est nul. Mais voilà. Enfin. Et du coup, la moindre rumeur qui circulait sur le film, elle était amplifiée, transmise, partagée, amplifiée. On avait des rumeurs comme quoi après les premiers visionnages tests, certains cadres de Disney, pour eux, le film était déjà mort et enterré, c'était pourri. Et ça, c'était, je crois, 4 mois avant la sortie, peut-être quelques mois avant la sortie. On a eu très peu de bandes-annonces, de teasers. Je crois qu'il y a eu une seule bande-annonce. Il n'y a pas eu de teaser, je crois, même. Si, il y a eu teaser et bande-annonce, et puis c'est tout. Un de chaque, et point. Et en plus, il me semble que c'est sorti très tard, hein, visé par rapport au film. Ouais, en fait, ils ont laissé Last Jedi avoir sa vie et tout, et puis ils étaient coincés parce qu'il fallait qu'ils laissent de l'air à l'épisode 8. S'ils avaient sorti une bande-annonce 2 mois après ou 3 mois après, ça aurait été compliqué. Donc là, il a eu une très mauvaise presse tout le long, parce que tout le monde n'arrêtait pas de dire que le film était pourri avant même qu'il soit sorti. Les trailers et bandes-annonces ont mis du temps à sortir, autant pour laisser de l'espace à l'épisode 8 que parce que peut-être que c'était pas fini, parce qu'ils ont rushé peut-être la fin aussi. En plus, ça donne une mauvaise impression. Tu te dis, si les mecs ils veulent pas sortir la bande-annonce, c'est peut-être parce qu'ils savent que leur produit est un peu naze. Hein. C'est comme les éditeurs de jeux vidéo qui t'envoient pas la version test 3 mois avant et puis qui te la balancent vraiment au dernier moment chez les journalistes. Enfin, il y a un peu ce côté-là où on veut pas trop montrer, tu vois, on va attendre le dernier moment pour vous montrer le film. Les produits dérivés, il y en a eu pas mal, mine de rien, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment passés en coup de vent. Moi, même tout ce qui est pub et tout, il y a un partenariat avec Renault pour des pubs, mais j'ai dû les voir 2 fois, un truc comme ça. Enfin, vraiment, au niveau de la com, il y a quasiment rien eu, quoi. Vraiment, ils ont lâché l'affaire. On a senti qu'ils ont commencé à lancer la machine, et au bout d'un moment, chez Disney, ils se sont dit, ouais, non, c'est mort. On lâche l'affaire, et puis on laisse le film faire sa vie, tant pis, on arrête là. On arrête les frais. Au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils allaient pas vraiment entrer suffisamment dans leurs frais au niveau du budget, je pense, pour dire on coupe la machine marketing parce que là on va finir par tourner à perte. Et le film a fini un peu sa vie comme ça sur son élan. Puis un truc quand même, c'est que le film sortait le même mois que Avengers Infinity Wars. J'étais en train de faire mes recherches pour dire ça. Et aussi il y a eu Jurassic Park
genre 2 semaines après. Et c'est le même studio, Jurassic Park, c'est aussi Disney? Non, je crois pas, hein. Ça c'est Universal, il me semble. Ok, ouais. Jurassic World? Ouais, Jurassic ouais, World. mais Jurassic World 2, je crois qu'il est sorti, Donc peut-être voilà, ils se sont mis à fond voilà sur leur Infinity Wars et que finalement ça l'a mis un peu au second plan j'avais l'impression moi le film Solo. Bah ouais, clairement après il y a je sais pas si c'est Disney qui gère le marketing pour les films Star Wars également, mais il y a eu clairement 2 poids 2 mesures. Alors, on a parlé à peu près de tous les points généraux avant de parler du personnage en lui-même. J'ai vu qu'il y avait une partie sur les fans attachés au Solo de Legends, si vous avez des mots à dire là-dessus. Bah, qui est-ce qui avait partagé l'article de Wikipédia là sur justement le fait que il faisait d'une famille noble à la base? C'était... Je sais plus. Ça c'était Grushkov qui m'en avait parlé effectivement un peu plus tôt avant qu'on tourne l'émission. Oui, qui pour le coup c'est pas terrible comme idée honnêtement. Voilà. Alors, c'est pas une grosse perte. Il est orphelin. De base, il est orphelin, il est un peu, il est sur un vaisseau pirate, machin. Enfin, on a un début qui est quand même pas glop. C'est pas fou. Mais à côté de ça, plus tard, il y a un auteur, je sais pas lequel, qui a décidé que finalement, il était descendant d'une ancienne famille royale de Corellia. Une bonne saloperie, là. Encore une fois, ouais, j'ai pas le détail parce que je m'intéresse pas aux légendes maintenant. Moi, j'ai tourné la page pour m'intéresser aux trucs plus récents. Pas m'en mêler, non, ne serait-ce que pour ça, pour pas m'embrouiller, c'est plus simple. Mais voilà, il y avait c'est pas forcément pour ça qu'on se disait, enfin, que certains fans n'allaient pas adhérer, mais il y avait vraiment cette idée de, comme on peut le voir même dans les précédents films, que Solo il a cette image de mec qui tire le premier, qui fait des répliques cinglantes, qui est un peu voilà, il est là mais pour le fric, il est pas là pour aider la cause, machin. Il y avait et t'en as qui sont vraiment, j'ai l'impression, attachés à ce genre de personnage un peu, moi j'aime pas, mais voilà, cet archétype du personnage qui fait des répliques un peu cyniques, tout ça. Et du coup oui, effectivement, bah ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que du coup ces gens qui sont fixés sur ce personnage, sur cet archétype du personnage, quand ils vont avoir vu le film ou voilà, voir le film, bah ça va pas marcher chez eux parce que on apporte vraiment une réécriture du personnage qui est bah mine de rien assez différente, même si on coche un petit peu les cases du cahier des charges pour rester sur le pas le canon en lui-même, mais vraiment voilà sur la légende Solo. Bah au milieu de tout ça, il y a quand même des réécritures qui sont, moi je trouve, très intéressantes, qui m'ont permis d'aimer le personnage, parce qu'avant c'était pas le cas, mais chez qui ça passerait pas du tout. Alors moi par exemple quand tout ce que je savais de son truc Legends, c'est qu'il avait une autre femme, il avait une femme en fait ça c'est dans le canon, ça. C'est dans le canon. Enfin bref, et du coup quand ils ont annoncé je me souviens plus de son nom. L'actrice qui joue aussi dans Westworld. Ah, Tandy Newton? Oui. Oui, donc c'est par rapport au personnage canon. Oui, bah voilà, je croyais que ça allait être sa femme et je me disais oh ça peut être sympa. Puis après ils ont annoncé Kira et j'étais c'est qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? C'est vrai que j'étais très dubitative, je me suis dit non, encore une espèce de love story comme ça, enfin. Et puis finalement sur le moment ça faisait un peu peur. Ouais, moi j'étais genre oh non, pourquoi en plus ils la mettent en rose dans la promo. Ouais. J'avais un peu en rose. Ouais, tu sais, ils avaient des photos de eux, de chaque personnage seul avec un fond de couleur et elle avait le fond rose et j'étais oh pourquoi. Après sur la campagne promo, le peu qu'il y a eu, parce que évidemment ils vont couper vite le truc, il y a quelques affiches qui avaient vraiment de la gueule justement. C'était joli. Ah oui, je me souviens. Et il y avait, alors pour le coup, je reparle rapidement, mais c'était apparemment un plagiat de certaines de jaquettes de CD, de funk, des trucs comme ça. J'essaierai de retrouver ça à la case pour le Twitter si jamais. Un plagiat ou un hommage? Apparemment c'était un hommage très appuyé, je pense. Parce qu'il y avait vraiment le même délire avec les couleurs, les typos, le truc. Et par contre, justement, alors on n'a pas mis ça dans notre conducteur pour l'émission, mais il y a cette volonté de faire un film assez funk, assez pop comme ça, assez pulp en fait plutôt.
Et il y avait vraiment dans l'esthétique autour de la com, même dans le film au final, je trouve, relativement parfois, cette dimension un petit peu comme ça, un petit peu 70s un petit peu, quelque part. Hein, il y a Lando déjà. Ouais, non mais c'est clair, avec ses capes. Et justement, moi, un truc que j'avais vraiment espéré, un truc c'est ce dont tu avais parlé au début par rapport à Donald Glover, qui est donc aussi Childish Gambino, qui fait du rap. Et j'avais vraiment beaucoup espéré une sorte de reprise complètement kitsch, en rap, mais dans le personnage de Lando. Voilà, j'avais espéré ça. Cool. Il y a des gens qui l'ont fait sur Internet. C'est pas aussi bon que si ça avait vraiment été Gambino qui le faisait. Mais bon. Alors ça, c'était par rapport à pour rebondir sur ton commentaire sur la com, Matt, moi, il y a juste un truc que je voulais dire pour revenir sur le Han du canon par rapport à cette origine noble. Moi, alors, c'est vrai que je peux comprendre que si on a vécu, je sais pas moi, 10, 20 ans de Star Wars avec cette idée dans la tête, de le voir complètement réécrit, ça peut être un peu compliqué. Évident. Mais moi, n'ayant pas vraiment bercé dans le canon, je trouve que c'était un petit peu symptomatique de ce côté... Les personnages principaux de l'ancien canon peuvent absolument rien faire. Ils sont toujours exceptionnels sur tous les points. Il y avait un moment où, voilà, alors là je parle pas de Han, mais les Jedi avaient des pouvoirs complètement pétés de la force, mais ça devenait absolument dingue. Et donc même Solo... D'ailleurs, ils avaient des paix de force. Ah ben, je veux pas de détails, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, même, même l'origine de Han Solo ne pouvait pas être, un mec normal qui arrive à s'en sortir. Alors, il était orphelin, mais quand même, il arrivait quand même à être lié à une grande famille royale, un truc complètement dingue, et ça, je trouvais ça, c'était un petit peu le mauvais côté de l'ancien canon. Après, il faut rappeler le légende, enfin l'ancien canon du coup, Lucasfilm, au bout d'un moment, pour dire ça simplement, ils s'en battaient la race en fait, ils s'en foutaient. Surtout Kasdan, je pense. Il y a eu une origin story autour de Solo, comme je t'ai dit au début, il était orphelin, machin et tout. Et il y a un mec qui s'est pointé, il fait et si en fait c'était le descendant supposé de telle famille royale de Corellia, machin, qui a fait tel truc. Et le mec, ils lui ont dit ok, si tu veux, on s'en fout. Nous, écoute, on a squash dans 5 minutes, on s'en bat la race, fais ce que tu veux, vas-y, écris ta merde. Donc, quelque part, c'était pas je pense pas que c'était une volonté de Lucasfilm d'aller dans ce sens-là, clairement, mais il y a un mec, un jour, il s'est dit, non, Solo, ça peut pas être juste un vaurien, ça peut pas être un nul. Il faut forcément qu'il soit en plus ça serait rigolo, ça fait un prince et une princesse ensemble, lol. J'avais pas pensé à ça. Et après comme il y a du laisser faire, ça s'est passé comme ça, mais maintenant j'espère que c'est différent maintenant avec la story group et qu'on fera plus les mêmes erreurs de ce point de vue là, mais au moins on a récupéré le Solo orphelin tel qu'il était vraiment au tout début de l'ancien canon, mine de rien. Oui, mais en plus, c'est bien le fait qu'ils aient fait une enfance un peu, à Dickens, là, dans les rues. Tout ça fait référence au plus grand. Mais je voulais revenir un peu sur ce que tu disais justement par rapport au fait que c'était un peu funk, un peu disco et tout. Et moi, vraiment, quand j'ai vu le film, pour moi, c'est vraiment le film que George Lucas aurait adoré faire à l'époque. Pour moi, c'est vraiment le film qu'il aurait aimé faire. C'est un truc pulp qui en vrai, ça aurait pu être le premier ça aurait pu être le premier et peut-être le seul du coup, mais ça aurait pu être le premier Star Wars. Pardon, non, mais ça vient de me venir comme ça, mais ouais, c'est clair. Mais ouais, franchement, tu sors le même film dans les années 70, il est culte maintenant. Ouais. Il y aurait peut-être pas eu de suite, mais le même scénar, le même univers avec les effets de l'époque. C'est vraiment du Indiana Jones dans l'espace. Enfin, sans la quête des objets magiques, religieux et tout, mais c'est vraiment de l'aventure pulp. Il y a un petit côté western aussi. C'est pour ça que vas-y, coach. Non, vas-y. Justement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais d'autant plus étonné du flop du film, parce que faut pas non plus exagérer. Tous les haters de Star Wars sont pas des gens qui ont baigné dans le canon. Il y a aussi des gens qui gueulent juste pour gueuler, parce qu'ils aiment pas la manière dont il fait Star Wars. Donc ils ont pas l'excuse de moi ça fait 30 ans que je lis ces bouquins. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment étonné.
j'ai écouté des gens qui avaient pas aimé, j'ai un ami qui a pas aimé. Ah bah ça va, tu peux en parler alors. Tu es autorisé à en parler. Mais c'est encore plus bizarre que pour Last Jedi, parce que je vois très bien comment on peut pas l'aimer, mais les gens qui n'aiment pas le film ne l'aiment pas du tout pour les raisons que je trouverais valables. Genre justement, les gens ils aiment pas qu'il fasse un peu qu'il ait un scénario simple, par exemple. Les gens ils arrivent pas, genre pourquoi c'est si compliqué? Ça arrive d'avoir des films avec des scénarios simples. Et le pire c'est que même en disant oh le film il est con, bah à force de te dire qu'il est con, tu passes à côté de ce que le film essaye de te dire. C'est pareil, ça c'est littéralement pareil pour la postlogie. C'est genre, à force de dire que les films sont cons, vous arrêtez d'essayer de comprendre ce que le film essaye de dire, et du coup, pour vous, le film ne dit rien, alors que c'est pas vrai. Clairement. Il dit énormément de choses Solo, d'ailleurs. Et juste pour dire, Mad Max Fury Road, c'est une putain de poursuite. De 2 heures. Il se passe, rien d'autre. Et le film, il dit 1 milliard de choses, et il est magnifique, il est ouf. Et pourtant, l'histoire, c'est, on va d'un point A à un point B, on revient du point B au point A, en se courant après. C'est tout. C'est aussi con que ça, c'est encore plus con, le scénario, il tient sur 3 lignes. Gros camion dans le désert. Avec des guitares. Du son, des flammes, gros camion dans le désert. Il dit tellement de choses par sa narration, par la façon dont il est monté, il est montré, il est fait. Le film dit 1 milliard de choses, mais l'histoire est super con à la base. Alors ouais, Solo, il a pas un scénario de ouf, mais excusez-moi, mais à Nouvel Espoir non plus. T'arrêtes pas de sauter. Je veux dire, hein, c'est. Moi, j'ai pas sauté mat depuis longtemps. Non, mais c'est la connexion. Moi, je vous entends bien. Ok, d'accord. Ok. Bah justement, on pourrait parler un peu des reproches qui sont faits au film, éventuellement. Alors moi j'ai fait une liste des trucs à dire sur le film, mais pas des reproches, parce qu'il y avait tellement de choses. Non, bah justement, je vois ta liste, il y en a certains qui... Enfin, voilà, l'aspect a forgé sa légende en quelques jours, ça faisait partie des reproches. Oui, ça c'est clairement un reproche qui revient régulièrement. Chez plusieurs du coup, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai noté principalement. Il y a beaucoup de gens qui reprochent, qui disent que c'est pourri parce que Han Solo, tout ce qui a fait qu'il est Han Solo, ça s'est passé genre en 3 jours ou en 3 semaines. Bref, c'était pas très long quoi. Alors que c'est juste le début en fait. Il s'est passé plein de choses certainement entre Solo et A Nouvel Espoir. Enfin, il y a plein d'aventures qui ont pu arriver. Il y a plein de choses. Enfin, c'est pas parce qu'il a fait le raid de Kessel dès le début qu'après il a rien fait. J'ai l'impression que les gens ils croient vraiment que quand Solo s'arrête, le film démarre, un peu comme Rogue One, et qu'il n'y a rien entre les deux. Oui, mais en plus le Kessel Run, il y avait pratiquement pas de témoins qui l'ont vu faire. Donc la légende du Kessel Run, c'est pas parce que les gens savent qui l'a fait. Moi, je pensais que le Kessel Run à la base c'était une sorte de course, et donc ça expliquait que les gens soient tous au courant. Mais en fait là, c'est pas le cas. Les gens sont au courant du Kessel Run, etc. parce que le mec, partout où il va, il doit être genre j'ai fait le Kessel Run en 12 parsecs. Le mec, il se la pète partout où il va. Mais oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui fait sa réputation à Han Solo. C'est le fait que c'est lui qui se la forge, on la raconte pas à tout le monde. Un peu comme Kaz dans, maladroitement dans en fait, c'est le même personnage. Surtout que c'est pas Lando qui va lui faire sa pub. Non, ce qui est génial, c'est quand ils viennent de le faire, le mec il se vante, j'ai fait le Kessel Run. Et après t'apprends qu'en fait le mec il peut pas parler. Donc... Oui, aussi, oui. Ouais, puis le même, il en a rien à foutre, hein. Il est occupé, il bosse. Il est en train de taffer, c'est lâche-moi, je suis en train de faire un truc. C'est ça, le mec, il s'en bat les couilles, c'est quoi le Kessel Run, ta gueule. Moi, perso, sur cet argument de c'était pas assez long pour que ce soit héroïque, je trouve que, voilà, ça a rien à voir, personnellement. Si tu regardes l'épisode 4, Luke, il forge sa je veux dire, il détruit entre le moment où il reçoit le robot et le moment où il détruit l'étoile noire. C'est pareil, il y a juste quelques jours. Je trouve cet argument de durée, comme quoi, plus ça dure longtemps, plus c'est épique, puis, c'est pas du tout valide.
Et puis même, le solo qui termine le film, comme on disait avec Grushkov, le solo à la fin du film, c'est pas le solo de l'épisode 4. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais voilà, moi c'était sur l'argument de... C'est l'introduction. Le film, lui, va donner les clés, les bases du personnage. Ça fait que le construire. On a un enfant il est assez naïf au début du film. Il veut s'en sortir, il a un peu le tchatch, il a un peu tout ça quand même, mais il est encore très naïf et le film ne fait que lui faire traverser les aventures, des étapes qui vont lui donner des clés par la suite pour se forger réellement. Mais c'est pas du tout le même solo qu'on a d'un film à l'autre, quoi. Il y a une énorme marge de progression entre les deux. Ouais. Mais oui. Et, du coup, on en parlait d'ailleurs ça avec Grushkov aujourd'hui. C'était le fait que le film est une introduction au voyage de Han et comment il va devenir le Han du 4. C'est pas le film, il vous raconte pas comment Han il est devenu le Han du 4. Il vous raconte comment Han est entré dans le chemin qui allait le mener vers le 4, parce que en 10 ans, à mon avis, le gars, il a fait que des magouilles sur magouilles, et plus ça allait, plus il est devenu cynique, parce que plus il s'est rendu compte que Beckett avait raison, il peut faire confiance à personne, et il a dû se faire trahir par tellement de monde, et puis en plus, faut y penser, ce mec, c'est un voleur, donc il doit avoir absolument énormément de gens à son, comment ça s'appelle ? À ses trousses, oui. Et du coup, le mec, il doit tout le temps vivre dans une ambiance parano en se disant merde, n'importe qui pourrait être en fait un bounty hunter ou quelqu'un pour me chasser. Donc forcément, le chasseur de bounty. Que le Han qui commence le truc et le Han qui est en plein dedans, ils ont pas du tout la même mentalité parce que. Mais justement, il a sa tête mise à prix en plus dans l'épisode 4, il a la tête qui est mise à prix. Il a l'habitude, le mec il est close par rapport à ça. Il y a déjà Boba qui lui court après, même si bon ça c'est dans l'édition spéciale, mais voilà. Il est carrément dans la merde. Moi, je pense que ce qui a fait se dire ça à des mecs, c'est qu'à la fin, il dit, je vais aller sur Tatooine, il y a un mec là-bas qui a du taf, machin. Oh, voilà, sauf que oui, il peut très bien avoir bossé pour Jabba pendant 10 ans, les gars. Oui. Où est le problème? Même pas forcément. Parce qu'on sait que, genre, avec Last Shot, il a fait d'autres trucs. Il est allé il est faire son truc de Tatooine, 2 ans plus tard, il faisait autre chose. Et puis pour le coup, ces mecs-là, ils ont pas l'excuse de dire ah bah oui, mais un film devrait suffire à lui-même. Ils savent que Star Wars c'est aussi un univers étendu, que c'est des bouquins, des comics, des machins. Ils savent très bien qu'entre un film et l'autre, il peut se passer 15 milliards de choses. Donc c'est con, c'est tout, c'est juste con comme réflexion. Donc ce que moi je voulais dire aussi par rapport au fait que il y ait tous les trucs qu'on sait de lui, genre il a son blaster, tout ça, tous les trucs qu'on sait de lui, il les a pendant cette petite semaine. Oui. Et ouais, moi je trouve ça sur le papier, je trouverais ça débile. Mais avec la façon dont le personnage est joué, la façon dont c'est mis en scène et tout, ça rend le personnage ultra triste parce que toute sa vie, il va se reposer sur son super week-end parce que c'est peut-être le seul moment où il a été vraiment heureux. Et quand tu vois le truc, c'était même pas un bon moment pour lui parce que il y a quand même la première personne qui croyait que c'était la femme de sa vie qui l'a abandonné. Mais je crois que c'est ça le déclic qui fait le solo cynique après. Il y a Beckett qui le trahit et du coup il est forcé de le buter. Et il parle tout le temps de ça. C'est un des premiers trucs qu'il dit dans l'épisode 4. Et c'est un truc qui est arrivé au tout début de sa carrière. Et ça veut dire qu'il a rien fait dans toutes ces années. Qu'il l'a rendu heureux. Qu'il a rendu heureux. C'est horrible. Et ça lie vachement, je trouve, en plus, Anne et Ben. Parce que ils ont un comportement ultra autodestructeur qui est vachement intéressant en fait. Je suis en train d'imaginer Chewbacca en militant de l'EPR. Bonjour, connaissez-vous Han Solo, le mec qui a fait le Kessel Run malgré le silence de l'Empire. Le Solo, il a des petites cartes de visite, il y a son nom dessus. Contrebandier, et tu tournes derrière, il y a marqué a fait le Kessel Run en moins de 12 parsecs. Mais à mon avis, moi, c'est ce qu'il fait partout. Il va, il se présente, il fait, je suis le meilleur pilote de la galaxie, j'ai fait le Kessel Run en 12 parsecs, j'ai escroqué plein de gens, salut.
Et d'ailleurs, un dernier petit truc avant de laisser à Ximnut. Et justement, il y a plein de trucs dans sa nouvelle origin story qui fait que tu comprends pourquoi il a connecté assez facilement avec Rey, en fait, parce que ils se ressemblent vachement. Parce qu'ils ont tous les deux été orphelins, sans nom de famille. Sans personne à qui faire confiance. Sans personne à qui faire confiance. Abandonnés par tout le monde. Ouais. Ils ont des vies de merde et en fait, c'est logique. J'avais pas fait la connexion. Moi. Voilà. À toi, Ximnut. Ouais, non. Bah non, je suis quand même d'accord. J'étais d'accord aussi sur ce que disait Matt par rapport au fait que le dernier truc qu'il dit, c'est par rapport à Jabba, donc que les gens soient fait prendre en erreur, soient fait induire en erreur. Après, le souci du film, le souci d'une origin story, c'est qu'on est finalement limité par ce qu'il y a dans le film dont on raconte l'origin story. Donc en l'occurrence, le Kessel Run en 12 parsecs, c'est le premier truc dont il parle dans le film, dans l'épisode 4, donc forcément ils sont obligés d'appuyer là-dessus. Et puis pareil, quelque part, tout le truc autour du nom de Han Solo, évidemment, je suis d'accord que l'explication qu'il donne dans le film, que ce soit, voilà, il est tout seul, alors il s'appelle Han Solo, c'est pas ouf, mais le problème c'est que tous les noms des personnages dans les films sont pas méga subtils, donc t'es forcément obligé de trouver des explications un petit peu bancales. Voilà, le mec, voilà, c'est un loup solitaire, alors il s'appelle Han Solo. Bon, bah il faut qu'on trouve un moyen de rendre ça plus ou moins réaliste. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Honnêtement, je veux bien, à la limite, on transforme ça en famille royale et on lui donne une origine royale. C'est peut-être l'unique alternative que je vois, voilà. Mais ce serait complètement ignorer le fait que, ben voilà, Solo, solitaire, on est obligé de de donner une explication. Donc, c'est un peu bancal, mais je sais pas trop comment ils auraient pu faire autrement. En fait, c'est simple, c'est le nom qu'ils donnaient à tous les orphelins sur Corellia. Le mec, il serait né sur Hoth, il se serait appelé Han Snow. C'est pas con. En voilà, fait, ouais, j'aime bien. Non, mais moi, enfin, j'ai vu mais c'est un mec random de l'Empire qui donne son nom, c'est nul. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette scène. On a un Solo, et il est génial. On a un Solo qui est paumé. Voilà, tout son univers vient de s'écrouler à l'instant. Hein, il sait pas ce qu'il va faire, il sait pas où aller, nulle part. Il y a cet hologramme de l'Empire qui engagez-vous machin et tout, et il se pointe que ça, il sait pas quoi faire. Moi, je rejoins l'Empire. Déjà du point de vue, je trouve, social de l'univers, c'est top. Je voulais en parler aussi un peu plus tard, je sais même pas si on aura le temps, mais il y a toute cette dimension sur Corellia avec toute cette pauvreté derrière. Cette industrialisation massive, Corellia, c'est magnifique à voir, hein. J'aimerais pas y habiter, mais à voir en tout cas dans le film, c'est super cool. Et on a ces gens qui partent de Corellia parce que la pauvreté, parce que tout ça, on voit que l'Empire est complètement mêlé avec la mafia locale, voilà, même des gars de je sais plus comment elle s'appelle, les White Worms de Proxima. Voilà, les gars de Proxima ont même un pouvoir sur les Stormtroopers, genre non, tu t'en mêles pas, bouge pas, occupe-toi de ton cul, je gère. Il y a voilà, on en vient, hein, l'histoire raconte pas grand chose, mais le film en lui-même dit énormément de trucs, et pour quelqu'un qui s'intéresse au lore de Star Wars, c'est passionnant de voir comment fonctionne un peu Corellia, de voir ces gens qui partent avec cette immigration contrôlée en plus par l'Empire derrière, cet Empire qui est déjà bien corrompu alors qu'on est au tout début du règne de l'Empire pourtant. On a voilà un Solo qui est déboussolé, qui sait pas où aller, et il y a quoi, il y a l'Empire, voilà, un hologramme de l'Empire. Alors avec en plus la marche impériale qui est rendue intradiégétique, et enfin c'était déjà le cas dans Rebels, mais moi ça me dérange pas parce que je trouvais qu'effectivement il manquait même une identité sonore à l'Empire. Et du coup, du point de vue propagande, ça marche parfaitement. D'un autre point de vue, pas forcément, mais du point de vue propagande, ce morceau marche parfaitement, je trouve, dans l'univers, c'est pas un souci pour moi. Forcément, ils prennent du John Williams pour faire leur propagande, les mecs, ils sont pas cons. Bah ouais, tant qu'à faire. Des fascistes, ils ont du les gars, on y va. Les nazis, c'est bien Hugo Boss, l'Empire, il écoute du John Williams. Mais voilà, il y a ce côté, t'es un mec paumé sur Corellia qui sait plus quoi faire de ta vie, bah tu vas t'engager dans l'Empire. Déjà rien que ça, c'est super intéressant. Et puis voilà, même l'acteur qui joue l'officier impérial, qui lui file son nom comme ça, limite le gars ça l'amuse. Oui. Cette scène est géniale, et la transition est parfaite. Normalement après il y avait la scène coupée
où t'as Solo qui fait un petit peu sa formation, c'est une catastrophe au niveau de l'Académie impériale, mais cette transition, on va te faire voler dans peu de temps. Enfin, oui, c'est trop cool. Je l'ai traduit à l'arrache, hein, mais cette transition, et puis après derrière, t'as Solo qui fait un vol plané sur Minban en train de se faire exploser. C'est fantastique. D'ailleurs, j'en profite rapidement, mais c'est clairement une comédie pour moi, ce film, hein. Je l'ai revu, enfin, on rigole quand même beaucoup. Il y a énormément de petites piques, de petites vannes, de sketchs, enfin, pas des sketchs, mais des blagues comme ça, qui marchent super bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un film drôle, fun, enfin, je comprends pas comment on peut s'emmerder devant, en fait. Et donc, non, t'as peut-être pas fini. J'ai fini, okay. j'ai fini. Oui, par rapport à son nom aussi, moi j'ai beaucoup aimé la scène et la transition, mais en plus je trouve que ça va aussi avec ce que disait Grushkov par rapport au personnage. Le mec, il a tellement eu l'habitude d'être juste de la chair à canon pour différents gangs, que ce soit Proxima, que ce soit l'Empire, que ce soit Crimson Dawn, etc., que le gars il s'en fout de son nom. Enfin, ça prouve aussi que le mec il a... C'est triste, le gars il a tellement pas de trucs heureux que bah voilà, son nom c'est quelqu'un qui lui a donné, et je trouve que ça déconstruit un peu l'image du bad guy, du bad boy machin, et justement j'aime bien le fait qu'ils déconstruisent la légende pour dire bah en fait tout ça vient d'un truc qui s'est passé, ou c'était peut-être le moment le plus heureux de sa vie, et en fait c'est pas aussi impressionnant que ça, parce que toutes les légendes sont forcément racontées d'un point de vue particulier, et la réalité est pas forcément colle pas forcément ça me revient là tout de suite rapidement. Mais en fait, technique, je pense qu'il connaît son nom de famille. Il dit que son père construisait des cargos coréliens. Il a connu son père, donc il connaît son nom de famille. C'est juste peut-être qu'il le haïssait pour une certaine raison, il est passé par plein de trucs, dont Lady Proxima machin. Il a pas envie de donner son nom en fait. Oui, c'est vrai. Autant pour se cacher peut-être même déjà de l'Empire à la base, que parce qu'il veut tirer un trait là-dessus, mais il connaissait son nom, c'est même super intéressant en fait ce passage. Et ironiquement, je trouve ça juste drôle que ça soit l'Empire qui donne son nom à un mec qu'ils vont pourchasser après derrière pendant une bonne partie de c'est eux qui ont donné le nom du futur Supreme Leader quand même. Ouais. C'est pas trop stylé. T'as pas marre de forcer. Pardon? À toi. Ah ouais, non, tant que c'est Tuki qui m'a fait penser sur la déconstruction du personnage, peut-être ça fait partie des trucs qui n'ont pas plu, mais on a quand même affaire à un Solo qui, durant tout le film, autant avec Kira qui essaye de faire le mec protecteur, autant avec les autres qui essaient de faire le beau gosse, voilà, moi je gère et tout. Et la plupart du temps, ces décisions, voilà, ne marchent pas, ou alors c'est des mauvaises décisions, ou quelqu'un a une bien meilleure idée. C'est peut-être qui a fait partie des trucs qui ont déplu aux fans de la première heure. Perso, moi, disons que ça m'a pas choqué, dans le sens que c'est un comportement qu'on peut voir dans la vraie vie. Des gens, voilà, qui sont persuadés, voilà, c'est moi qui contrôle, t'inquiète bébé, je gère. Ça, évidemment, ça humanise le personnage. C'est plus le super-héros auquel on est habitué, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que bon, on en a soupé des personnages comme ça qui gèrent tout, qui sont jamais pris au dépourvu. On en a plus besoin. On a justement besoin de personnes un petit peu plus subtiles. Bah, il subit un peu, tout le long une bonne partie du film, il subit les événements. Oui, il y a des fois où ça marche quand même, faut bien reconnaître, mais la plupart du temps, ça, c'est pas la joie. Moi, ça avait rien à voir, du coup. Ce que je voulais dire, c'était par rapport au truc, de l'univers et tout, et de comment ils montraient l'Empire. Il y a un truc qui m'avait vraiment, fasciné à l'époque, c'est que, quand il est sorti, il y avait tout le truc des enfants aux États-Unis qui étaient foutus dans des cages et tout, et séparés de leur famille. Tu sais, tu parles de la frontière mexicaine. Ouais. D'accord, oui. Ok. Et dans le film, dans le spatioport de Corellia, tu vois l'Empire qui arrache des enfants à une famille. Ah ouais, il y a un vrai ouf, message aussi de ce côté-là. Parce que des trucs comme ça, t'en as zéro dans les trucs genre Marvel Cinematic Universe et tous les trucs comme ça. Et même dans Solo,
il y a des trucs politiques et ça fait partie de pourquoi j'adore Star Wars. Star Wars et politique, ils sont les beaucoup. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec j'ai vu 2-3 gens dire oui, il s'inscrit pas du tout dans l'époque actuelle et il a pas des messages à faire passer sur la politique et les trucs actuels. Mais si, c'est juste que c'est vous qui êtes pas au fait de la politique et de l'actualité. Ouais, non mais faut se nettoyer les yeux. Enfin, je pense qu'ils vont regarder avec leur cul. Non mais en fait, non, c'est pas le problème vient pas de ce qu'ils ont vu dans le film. Le problème vient du fait qu'ils le voient pas dans le monde. Parce que j'ai été dans une école de jeux vidéo avec que des gars. Et tu leur parles de certains sujets d'actualité, des trucs qui se passent aux États-Unis, etc. Et les gens, ils sont ouais, non, enfin, les mecs, ils sont totalement aux fraises. Et je pense que ces gens-là, c'est des gens qui sont pas au courant de vraiment toute la merde qu'il y a partout. Parce que moi, voilà, le truc de l'enfant dans le spatioport, je l'ai vu direct et j'ai fait, wow. Et il y a couillu, hein, parce que oui, il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, waouh, ça reflète tellement ce qui se passe, c'est horrible. Enfin, c'est bien, hein, dans le film, mais c'est horrible dans la vraie vie. Il y a une critique, par contre, qui est beaucoup revenue et avec laquelle je suis plutôt d'accord, mais pas complètement, c'est la façon dont sont écrits les personnages féminins. Parce que la plupart sont utilisés comme des faire-valoir pour les personnages masculins. Par exemple, Val, qui se sacrifie pour Beckett. C'est vrai qu'on ça a sait du pas mal trop à passer. Pourquoi, enfin, ouais. C'était pas forcément nécessaire. Je pense qu'elle se serait tuée, ça aurait été plus simple. Voilà, il y a L3, même par rapport à son discours, et même si je pense que le film est plutôt d'accord avec elle sur ce qu'elle dit. Lando, il dit ouais, je pourrais lui effacer la mémoire et tout, et puis tu sais, il est agacé facilement, mais en même temps, bon il est amoureux d'elle, donc il y a toujours ce truc en demi-teinte de ouais, je vois très bien les personnes qui n'aiment pas le traitement des femmes là-dedans, mais d'un autre côté, à part pour Val où vraiment j'ai aucune excuse, L3, Enfys Nest et Kira, elles sont super bien mises, elles sont variées. Et un truc que j'adore avec Kira justement et qui est vraiment super bien géré dans le film, c'est que à la fin c'est pas Anne qui tue Dryden Voss, c'est elle. C'est elle parce que c'est elle qui a été abusée par lui. Et je suis désolé mais comme message c'est super. Mais elle se libère en fait. Exactement. Et c'est elle qui est badass. Enfin je veux dire lui il sait pas se battre. Ouais, voilà. C'est du il fuit, même niveau que Leia et Jabba. Enfin, c'est exactement le même genre de truc. Alors, Kira, il y a des moments où j'avais peur que ça parte dans du un peu cringy, un peu ah là là, tu sais le truc romantique forcé, mais ça va, ça passe. Le film, il sait toujours quand s'arrêter à ce sujet. Il sait toujours à quel moment me dire stop. Souffle, Et j'aime beaucoup comment ils ont fait un sort. La meuf elle est là genre ouais, enfin je t'ai connu il y a 3 ans, c'était cool, mais stop. Enfin. Et le côté aussi dans la grandis un peu, lâche-moi. Quoi. Dans l'ascenseur où il est. J'ai fait ma vie. T'inquiète, tu connais pas tout et tout. Et la meuf elle lui fait. J'en connais juste un peu plus que toi. Quoi. Oui. Mec, ça fait combien de temps qu'elle est dans Crimson Dawn et qu'elle est c'est le bras droit du boss, donc elle connaît toutes les magouilles. Il a zéro idée de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'elle fait faire. C'est ce que lui dit faire. Dryden d'ailleurs, c'est t'as aucune idée de ce qu'elle a fait. Enfin, voilà, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que le mec parce que lui il vit dans le passé encore vis-à-vis d'elle quoi. Ouais, et il est méga naïf, le mec il se prend pour un prince charmant qui va sauver sa belle demoiselle dans au sommet de la tour, gardé par un dragon. Bon là c'est un mec avec des cicatrices sur la tronche mais qui a les yeux rouges, tu vois. Mais c'est littéralement ça. Le mec, il va en haut de la tour sauver sa princesse, sauf que sa princesse, elle a pas envie d'être sauvée, en fait. Elle le laisse tomber, genre, je me casse avec le château, démerde-toi. Juste pour revenir rapidement sur Solo, pardon, et après on pourra aller à fond sur la partie politique et les autres persos. Il y a beaucoup de reproches sur le fait que ça soit finalement, en fait, que ce soit un gentil dès le début, et pas un bad guy, un méchant, un mec un peu sombre qui devienne gentil par la suite. Tu parles de Lando ou de Anne? De Solo, je voulais dire Solo, hein, je parle de Anne. Il y a eu j'ai eu beaucoup de reproches vis-à-vis de ça. Mais c'est quoi le problème, en fait? Oui, c'est clair. Je veux dire, pour qu'on s'attache un minimum à un personnage, faut pas que ça soit non plus un enfoiré.
S'il se comporte comme un connard déjà tout le film, ça va être chiant. Ça va pas spécialement être intéressant à regarder. Et je sais pas, faut créer de l'empathie. Je sais pas comment ça marche chez vous les gens, mais moi j'ai pas d'empathie envers les gens qui sont méchants. Ça, bon, vous êtes des cas sociaux, enfin des psychopathes, je sais pas, mais c'est des fans les gars qui kiffent que les méchants et qui sont genre ah c'est trop bien ça, les méchants et qui vont reprocher aux nanas de fantasmer dessus, et les Stormtroopers, mais j'avais 10 ans. Hein. Au contraire, c'est super intéressant d'avoir un personnage qui est naïf, gentil. On a Kira qui lui dit tu es le bon gars. T'as le bon gars, elle lui dit clairement à un moment, t'es oh, tu vois mon petit gars, toi. Ah, elle lui dit, non, mais t'es un, en gros, elle lui dit, t'es un mec gentil, t'as rien à faire là, quoi. Elle lui dit, tu fais pas partie de ce monde, t'as pas à être là. Et lui, il veut à tout prix faire partie de ce monde-là et rester, c'est Kaz, en fait. Ouais. C'est ça. Oh, je vais vivre une aventure, mec, tu vas jamais t'en sortir. Il y a cette même naïveté, ouais. Mais au contraire, c'est cool d'avoir un personnage bon, naïf, enfin gentil et tout, mais avec une grande naïveté, qui s'imagine qu'il va pouvoir être un grand contrebandier ou un pirate ou un outlaw comme il dit, à ce côté de là, toutes ces illusions en prennent un coup dans la tronche, il finit désabusé pendant plusieurs années, et dans la trilogie originale, il redevient un peu ce qu'il était à l'origine. C'est super intéressant, au contraire, c'est un bon développement de personnage plutôt que d'avoir ce que voulaient les autres. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est bien en fait. Moi, ça peut construire un personnage. Généralement, je suis pas très très bon dans les films pour repérer les retournements finaux, voilà, les personnages qui sont, c'était moi depuis le début. Mais là, pour le coup, ça, à mon avis, personnellement, je mets ça sur le compte de l'excellent jeu d'Emilia Clarke. Mais je trouve que tout au long du film, elle est juste à la limite entre, voilà, elle fait. Pour faire plaisir à Solo, elle fait pour faire plaisir à Anne, elle fait la copine, voilà, énamourée, juste pour lui faire plaisir. Elle le protège. Elle le protège. Mais aussi, tout au long du film, elle a cette expression faciale qui fait que, ok, continue de te raconter des histoires, mon gars. Ça se voit qu'elle elle est pas dans le même délire et elle le montre tout au long du film. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle est pas dans le même délire. Elle a taf. Elle est dans la réalité. Et donc, ça fait que voilà, d'habitude, je suis pas bon, mais pour le coup, j'avais plus ou moins deviné cette fin. Donc voilà, j'étais fier de moi. Mais surtout, ça montre, voilà, je trouvais que c'était, voilà, bravo à Emilia Clarke pour ça. Elle avait vraiment bien trouvé le bon équilibre pour le personnage. Bien. Elle est bien dans le film. Je crois qu'il y avait aussi, d'ailleurs, elle joue bien dans le film. Moi, je l'aime pas beaucoup, pour être très franc avec vous, dans Game of Thrones, même je l'aime pas du tout. Non, je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est peut-être le personnage, sûrement le personnage, mais je trouve que dans Solo, elle s'en tire vraiment bien, et plutôt subtilement même, ouais. Et pour revenir vite fait sur les traîtres et tout ça, je crois qu'avec Woody Harrelson, le personnage avec Beckett, il y a aussi pas mal de critiques, comme quoi que ça se voyait à 15 000 km qu'il allait trahir, parce qu'il a dit qu'il fallait se fier à personne, machin. Alors moi, justement, ce genre de truc, je passe, je suis dans l'histoire, je regarde, je vais pas chercher plus loin, mais à mon avis, c'était voulu, en fait. Oui, c'est ce que je disais à Tuki, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, je lui ai dit, c'est enfin, arrêtez de penser que le film est con, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, le film, c'est pas ça qu'il veut vous dire, évidemment qu'il va le trahir. Oui. Il lui a dit qu'il allait le trahir. Il est là pour dire autre chose, le film. Il lui a dit. Non, ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir que Anne aussi, il le savait. Il l'a compris. Et de voir comment Anne, il a réussi à, même en sachant ça, il le tue quand même à la dernière minute parce il le laisse, En fait, les gens, tu les mets devant Indiana Jones et ils sont là pour voir où ils la suspectent. Non, mais c'est ça. Ça fait partie des leçons en plus qui forment son personnage, c'est que le gars, il est passé du pseudo prince charmant, énamouré et la tête dans les étoiles, à un gars qui commence à apprendre la leçon et qui se dit non. Il m'a dit de faire confiance à personne, alors il faut que je prévoie un plan en imaginant le pire. Et à la fin, quand il tue Beckett, clairement, il sait qu'il va devoir le faire. Il sait que quand il doit courir après Beckett et Chewbacca, il va devoir le tuer, et c'est pour ça qu'il tire. Et ça lui plaît pas, en plus. Ça lui plaît pas. C'est pas, oui.
Il aurait jamais tué Dryden. Le mec, il est paniqué, il a son flingue, il est genre, s'il vous plaît, faites qu'il y a un Deus Ex Machina avec, je sais pas besoin de m'en servir. Le mec, il arrive devant Dryden, il fait, j'espère que ça va ricocher. J'espère qu'il va tomber par la fenêtre tout seul. et voilà, le gars, il a pas envie. C'est juste une question de survie. Et c'est comme ça, en fait, pour moi, cette scène où il tue Beckett, elle est vachement clé parce que c'est là. En plus, juste après, il y a Kira qui se casse avec le vaisseau. C'est à ce moment-là, cette scène, où il comprend que, ouais, tu vas être seul. Et tu vas pouvoir faire confiance à personne. Tu vas être... Enfin, faudra te méfier de tout, et ce sera toujours une question de survie. Et j'en parlais avec Khrushchev, je disais, c'est aussi pour ça... Enfin, j'imagine que c'était pas le cas, mais pour moi, ça explique bien pourquoi dans la trilogie originale, il se comporte vachement mal avec Chewbacca, il le traite vraiment comme un chien. C'est parce que pendant 10 ans, le mec, il a été tout le temps poursuivi parce que des gens voulaient sa peau. Il a été trahi par ceux qui l'aimaient. Je suis sûre que dans les 10 ans, il a dû retrouver Kira et ça a dû très, très mal se passer. Surtout pour elle. Et du coup... Donnez-nous une série, s'il vous plaît. C'est ça. Pour moi, s'il se comporte comme ça avec Chewbacca, enfin, ça peut expliquer qu'il se comporte comme ça avec Chewbacca parce que il sait que s'il s'attache à quelqu'un, il y a des chances que cette personne puisse le trahir encore plus facilement et que ça lui fasse encore plus mal. C'est pour ça quand il fonde sa famille, il se casse. C'est parce qu'il se dit, waouh, je suis un criminel, j'ai des gens à mes trousses depuis des années, je fous tout le monde en danger, si je m'attache trop à eux, ça va mal finir. Moi, je vais être blessé émotionnellement et eux, pire, j'ai pas envie. Et du coup, c'est une putain d'ironie, c'est que il se fait tuer par probablement la personne qu'il aime le plus. Ouais. Il se fait trahir par son propre fils. Du coup, voilà, c'est l'ironie. J'aimais bien.